Donc sur la prise en charge dans les endophtalmies, bon, bien sûr, on essaye de faire ça en urgence. Premier temps, c'est souvent d'enlever la fibrine qu'il y a en chambre antérieure. Alors souvent, je prends une pince, il y a comme une espèce de coagulation, ou quand c'est moins épais, je fais ça à la charleux en nettoyant la chambre antérieure. Et pour améliorer la visibilité pour la vitrectomie. Et donc, du coup, je fais une vitrectomie, je me limite en fait vraiment à la vitrectomie postérieure. Là. Et du coup, donc voilà, je me limite à une vitrectomie assez peu agressive. Et dans la crainte de faire une déchirure iatrogène. Donc c'est vrai que là, dans ce cas-là, j'avais utilisé un grand champ pour essayer quand même d'enlever les gros paquets de germes de réactions inflammatoires. Et je me dis que dans ces cas-là, si je dois y retourner, en fait, je préfère faire une chirurgie en 2 ou 3 temps des fois, plutôt que d'être trop agressif sur la première chirurgie, d'avoir une déchirure où là l'œil est perdu. Donc voilà, après sur les antibiotiques, j'injecte souvent la vancofortum, et s'il est diabétique, souvent je rajoute de la fingisone. Et bien sûr, la précocité est le plus important, parce que là, vous allez voir en endoscopie, il y avait une cornée qui était vraiment moche, avec quasiment une cornée quasiment blanche. Et en fait, en faisant la vitrectomie, là où on voit que le vitré est extrêmement sale, en fait, je vais justement faire l'ablation là de toute. Et vous allez voir, en fait, à un moment, je crois que c'est du vitré. En fait, déjà, on voit que c'est hémorragique. Et en fait, là, ce qu'on voit de blanc, c'est la rétine. Donc, quand il y a une nécrose comme ça, rétinienne, on comprend bien qu'on arrive déjà trop tard, quoi. Je regarde justement là en père-op ce que j'ai enlevé, et en fait, derrière, c'était la courvide. Et voilà, c'est vrai que je voulais voir un peu comment vous faisiez, mais j'hésite pas en fait à faire ça en plusieurs temps. Alors des fois 2 jours après, à 48 heures, souvent je les suis en post-op. Si je vois qu'entre J1 et J2 ils sont aggravés beaucoup, je les reprends à 48 heures. Si je vois que ça s'est amélioré, je temporise. Et des fois il n'y a pas besoin d'y retourner parce que ça se lave, ça se nettoie très vite. Mais voilà, déjà je préviens les patients que ça sera peut-être en plusieurs temps chirurgicaux. Et voilà. Donc je sais. Alors je sais qu'il y a des. J'ai pas osé sur les injections. Je sais qu'André m'a dit on pouvait faire des injections. Et tu réinjectes ou pas? Si ça s'est aggravé, oui. Si ça s'est pas aggravé, tu vois, et que je le reprends par exemple à 4-5 jours, non, je me dis que c'est inflammatoire. Et tu vois, Alexandre, sur les cas un peu où tu es obligé de faire un peu le DPV ou de tirer un petit peu sur la fibrine, c'est vrai que j'ai tendance à mettre du silicone, tu vois, pour au cas où tu es fait une dèche, je me dis que le décollement va être moins sévère si j'ai du silicone dans l'œil. Et je voulais savoir ce que tu en pensais, si tu le faisais de temps en temps ou pas. Si. Alors moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le silicone a l'air vraiment bactériostatique. Ouais, aussi. L'impression que ça... Mais comme le sang, c'est sur les côtes, t'as moins d'exsudation. Sur les diabétiques, ça saigne moins. Ouais, c'est peut-être moins inflammatoire. C'est vrai que... Mais c'est vrai que toi, j'ai perdu comment dire... Enfin, c'est vrai que je le fais pas, et je pense que c'est pas bête dans des infections peut-être même très sévères pour calmer ton inflammation. Je pense que c'est pas bête parce que tu dois limiter ouais. Le silicone, il a vraiment un rôle anti-inflammatoire, mais par contre, c'est le quid des antibiotiques après quand tu les injectes. Tu vas avoir des surdosages et tu as des publications. Moi, j'avais arrivé sur un patient, je lui ai créé une rétinite à cause des antibiotiques. Je l'avais mis sous silicone, je lui ai fait un IVT, il a fait une nécrose rétinienne qui récupère. D'accord. Et c'est publié, j'ai trouvé des publications là-dessus. Et tu augmentes en fait la toxicité. Je crois que c'est le Fortum qui est toxique. Le vancomycine, pas trop. Mais alors moi, j'ai mis l'Avanco sur ce cas. Ah, que l'Avanco. Parfois, l'Avanco c'est un des effets secondaires, ça peut faire de la nécrose rétinienne. Après, je pense aussi, ce qui compte, c'est que de la quantité de vitré que tu prends. Donc, dans le cas que tu as montré, je pense qu'il reste beaucoup de vitré pour mettre du silicone. Dans ces cas-là, peut-être que quand tu fais une vitrectomie un peu plus élargie et que tu as un risque, ça a son rôle. Mais si tu fais uniquement une petite vitrectomie centrale,
C'est là où je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'indications. Après, la question, c'est quand y aller. Parce que personne n'a... Bon, là, j'ai vu que tu opères le même jour ou le lendemain. Donc, je ne sais pas. Tu veux dire pour la première intention? Oui. Pour moi, c'est une urgence. C'est un abcès, c'est le plus urgent. Même toi, si je pouvais le faire dans mon programme au début, alors j'ai pas envie, si j'ai une journée avec 10 malades et que je fais mon endoff, toi, ça va me plomber ma journée. Donc souvent, j'attends la fin de mon programme. Mais en vrai, il faudrait que je le fasse dès qu'il arrive. Hein. C'est aussi la question, c'est que parfois, je me pose... Par exemple, tu as eu le diagnostic d'endoff, tu fais l'injection d'antibiotiques. C'est vrai que j'ai du mal à l'opérer le même jour, mais je me dis c'est peut-être juste psychologique, tu vois, de se dire j'attends 24 ou 48 heures l'efficacité des antibiotiques. Moi je pense qu'il faut y aller. Ce qui va détruire l'œil, c'est l'inflammation. Et en fait, plus tu laisses ton infection progresser, plus tu vas avoir une inflammation sévère après. À propos inflammation, hier sur le congrès en Allemagne, il y avait une présentation sur 90 cas d'endophtalmie opérés où ils ont injecté tout de suite, après la première intervention, de dexaméthasone à l'intérieur de l'œil et ils avaient une amélioration à 3 mois de l'acuité visuelle. Enfin, toutes les restes des données n'étaient pas différentes. Tu fais ça aussi? Ah oui, d'accord. Non. Mais ça, moi, je leur mets facilement un Ozurdex, ouais. Sur en post-endoff, je leur mets facilement un Ozurdex. À quel moment? Pas le jour de la chirurgie. 1 ou 2 semaines après. D'accord. Alexandre, je suis d'accord. Non, mais j'ai compris, la Dexa intravitrine, ça pareil, sur les deuxièmes injections d'antibiotiques, je le fais, de mettre de la Dexa, alors après il y a un coup de conservateur, mais je le fais, mais c'est vrai que même l'Ozurdex, 1 ou 2 semaines après, je le fais facilement, et t'as pas d'œdème maculaire. Bon, Alexandre, je suis d'accord avec toi pour la prise en charge. L'endophtalmie, en fait, on le vitrectomise dès le diagnostic et en fait, on vitrectomise. Je fais pas le DPV parce que j'ai déjà eu des surprises en faisant le DPV avec une déhiscence parapapillaire lors du DPV. Donc, on fait pas le DPV, on fait surtout une vitrectomie centrale, quitte à laisser de la fibrine sur la rétine et le prélèvement et les injections d'antibiotiques et on réévalue toutes les 48 heures. Et globalement, c'est ça, à 48 heures, si on voit toujours pas le fond d'œil, on y retourne avec antibiotiques et relavage de la cavité vitréenne. Et au bout de première ou deuxième réintervention, ça s'éclaircit. Bon. Mais c'est vrai que j'ai eu des cas, si tu veux, là, quand tu me parles du DPV, il y a des cas, toi j'ai 1 ou 2 cas où c'est impossible. Non, mais, complètement adhérent. En dehors de ça, et quand tu fais une vitrectomie centrale à la première intervention, globalement, au bout de 3, 4, 5 jours, le DPV se fait tout seul. Donc, je veux dire, faut pas l'induire, il va se faire tout seul. Et je pense qu'il ne faut pas essayer de le faire à chaud comme ça, parce que voilà, la rétine vient avec de temps en temps. Je voulais juste intervenir personnellement. Moi aussi, je mets beaucoup de silicone dès que je vois que la rétine est vilaine, dès qu'il y a des grosses hémorragies sur la rétine, un peu diffusément, je mets tout de suite du silicone en fin de chirurgie parce que, comme vous, j'ai la frousse que ça aille décoller par après. Par contre, j'injecte des doses adaptées d'antibiotiques moi, en fin de chirurgie et si je dois réinjecter, je vais injecter des doses adaptées. Vancomycine, si vous avez un facteur 4 pour avoir une toxicité maculaire, ceftazidime facteur 2, et donc moi personnellement, si j'injecte du silicone dans l'œil d'un patient, je vais diviser par 4, je vais diluer par 4 quelque part mon volume d'injecté. Justement, ce que je fais, ce n'est pas de injecter 0,1 millilitre, c'est que je vais essayer d'injecter plutôt 0,5, mais dilué en 2 dans ce cas-là, pour avoir moins de volume injecté, et ainsi de suite. J'essaye de faire comme ceci. Maintenant, après, je crois qu'on est un peu tous seul au monde avec ces cochonneries. L'autre, parce qu'il y a beaucoup de questionnements sur quand y aller et comment opérer, parce qu'il y avait beaucoup d'études qui se sont faites auparavant et qui disaient qu'attendre opérer tôt, ça ne change pas beaucoup. Après, je pense qu'il faut y avoir un cut-off, parce qu'une endoff qui est à 4, 5 dixièmes, souvent on a eu des cas où il y avait un début d'inflammation, donc je pense qu'il faut y avoir un moment au bout duquel tu pars vers la chirurgie. Pas toutes les endoffes, à mon avis, pas toutes les endoffes doivent être... Alors moi, c'est vrai que moi je suis
formelle, tout endof doit être vitrectomisé. C'est tellement grave l'endophtalmie, si tu as la chance de l'avoir à 4 dixièmes, c'est des gens qui vont récupérer 10 dixièmes quand tu les opères. Donc pour moi, la question ne se pose même pas. Si tu penses que c'est une endophe, il faut aller Je suis 100% d'accord avec toi, parce que on est les seuls à réfléchir tellement comme ça en grave. chirurgie. Ouais. Tu diras pas à un orthopédiste, il y a une infection, on va attendre que ça se refroidisse. Tu diras pas à un viscéral, une infection, on attend que ça se refroidisse. Il faut aller enlever le pus pour au moins avoir le germe déjà pour commencer. Mais ils vont moins vite que ça. Parce que sinon tu sais pas qu'est-ce que tu traites. Les infectiologues ils se foutent de notre gueule quand on les appelle en disant on sait pas ce qu'on a comme germe, alors qu'il y a un gros tas de pus à enlever quoi. La ponction de chambre entaillante, c'est souvent pas grand chose qui pousse. Par contre dans le vitré, tu as toujours le germe au bout du compte. Tu peux faire une ponction de vitré. Oui, t'as un cancer. Oui. Et puis ça fait mal. Non, mais je dis pas le contraire, mais la question que je voulais poser à Alexandre, c'était si tu l'as fait en fin de programme, c'est moins une urgence. Est-ce que ça vaut pas le coup d'injecter quand tu fais le diagnostic tes antibiotiques pour avoir le temps de faire? Parce que si c'est 8 heures après, je sais que tu as des gros programmes. Non, mais c'est vrai que non, mais t'as raison. Parce que moi, ça m'embête beaucoup. Hein. Je les gérais avant, maintenant je les envoie à l'hôpital. Et quand ils sont dans le circuit normal des urgences et que j'appelle l'interne et qu'il me dit attends, parce que d'abord j'enlève 2 corps étrangers, je lui dis non. Après, je pense que tu lui fais des antibiotiques et après tu réfléchis. Même après, si tu vas à la vitrectomie 2 heures après, c'est pas la question. Après, ce qui me gênerait, c'est pour toi, pour avoir le germe. Ça m'emmerderait de faire des antibiotiques sans avoir fait la ponction avant, parce que c'est quand même. Et deuxièmement, c'est la douleur. Alors, je pourrais le faire en salle de réveil, imaginer que l'anesthésiste fasse un petit shot, mais quand tu as un œil, tu vois, rouge, inflammatoire, à aller planter une aiguille, le mec il va s'en souvenir. Hein. Mais, et justement, pour les prélèvements, vous faites quoi? Vous faites des PCR pour bactérienne? Ou vous faites tu les envoies classiquement? Et vous faites pas de PCR? Non. Ouais, moi je fais tout le temps la PCR en fait. Comme ça, t'as quand même moins de négatifs. T'as le résultat quand avec la PCR? Le PCR, tu étudies le germe tu étudies le gène du germe. Donc s'il est mort, il n'y a pas besoin que ça pousse ou que ça pousse pas quoi. En tout cas, t'as plus de positifs. Alors moi, je prends un truc sec et j'appelle le biologiste et il se démerde. Ouais, t'as l'examen direct, mais c'est ça, c'est l'ARN. Alors avant ça s'appelait ARN 16S, maintenant ils appellent ça multiplex. Je sais pas si c'est la même technique. Ils appellent ça PCR bactérienne. Donc oui, c'est une rétro. Enfin, c'est comme le Covid là, comment on appelle ça? Rétro PCR. RT-PCR, voilà. Alors ça coûte un peu cher, et c'est la clinique qui le paye, mais ça marche super bien quoi. C'est beaucoup plus positif. Quoi. Oui, mais il te dit pas quel germe, il te dit juste. Si. Ah oui, d'accord. C'est pas comme ARN 16S où il te disait juste que c'est une bactérie. Donc là, ok. Après, ils étudient, ils font un séquençage du génome et ils te disent ce que c'est. Par contre, ça va pas marcher, ça marche pas sur les champignons, je crois. Enfin, les levures. Est-ce que tu pourrais justement partager les primers que vous avez, entre guillemets, demander à tes biologistes ce qu'ils utilisent précisément? Parce que nous, en Belgique, par exemple, tu vois, je demande, il n'y a plus rien. Ils ne sont pas capables de le faire, quoi. Il y a eu un moment, il y a peut-être 10 ans, où ils étaient capables, quand c'était Chiquet qui avait sorti cette étude. Moi, de toute façon, moi, ça commence. Moi, j'avais fait l'étude avec Chiquet. Ah, bah voilà. Mais les primes, maintenant, c'est complètement. Moi, j'avais fait l'étude avec Chiquet il y a 20 ans, quoi. Et maintenant, tu peux le retrouver partout. Là, ça se faisait à Lyon avant. Et maintenant, ça se fait à Grenoble, ça se fait à Lyon. Enfin, de mon côté, je le fais aussi bien à Grenoble qu'à Lyon. D'accord. Les primers, ils les connaissent, les biologistes. Enfin, c'est quoi. En théorie. Mais nous, ils n'arrivent pas à les trouver, soi-disant. Après, je te donnerai les noms des biologistes. Mais... Je voulais rajouter un petit mot, ce que tu disais sur la bétadine en intravitréen. En fait, les études, c'est de 0,025%. Donc, tu fais tes calculs. Et tu peux injecter 0,1 ml de cette dose. C'est pas toxique et ça change le pronostic. Et tu peux faire aussi 0,1 en chambre antérieure. Donc tu fais la dilution. C'est bétaline ophtalmique, hein? Ouais. Après, c'est 5%, n'importe. Tu fais les calculs, tu fais ton protocole et tu peux injecter après en fin de vitrectomie avec les antibiotiques et ça change le pronostic.
C'est même tape. Et tu peux faire Attends, après j'ai pas compris le facilement début. le... André, recommence. En fait, il y a des études qui étaient présentées, j'ai vu ça il y a une dizaine d'années à Euretina. Là, je regardais, il y a de plus en plus d'études qui sont publiées sur PubMed où ils injectent la bétadine à 0,025 en intravitréen. Ils ont fait les études. C'est assez de dose, c'est pas toxique, mais c'est efficace. Ils injectent en intravitréen avec les antibiotiques et ça marche très bien parce que l'avantage, c'est que ça marche sur tout. Mais tu le fais, du coup? Moi, oui. Ouais. Moi, je le fais et les patients, ils sont nettement mieux. Ok. Et j'ai moins besoin d'injecter après, deuxième, troisième fois les antibiotiques. Au IVD, ça marche très bien. Il faut juste faire le protocole pour avoir les 0,025. Mais vous regardez sur PubMed, c'est pas, tu vois, c'est pas un truc de sorcière. Il y a plein de publis. Et je pense que en tout cas, ce qui me plaît bien dans ton idée, toi, c'est un peu, en tout cas, l'idée de Jean-Paul, c'est qu'il me dit que très souvent, particulièrement chez les diabétiques, des fois, tu as des infections en fait multibactériennes. Toi, tu as eu une entrée de flotte, et en fait, tu n'as pas un germe. Tu as du staph, tu as peut-être, si le diabétique, un peu de champignons, machin. Donc, c'est vrai que si tu as de la bétadine, tu vas taper un peu sur tout, quoi. Et donc, si c'est une post-IVT, je fais ma vitrectomie, je fais que l'injection intravitréenne. Si c'est du segment antérieur, je fais aussi en segment antérieur. Si c'est après post-cataracte ou autre chose. Et tu penses qu'ils vont sortir bientôt des petites seringues pré-remplies de bétadine à mettre à la fin de chaque cataracte? Non, je crois pas. Les labos, je pense. Non, je crois pas, mais voilà, c'est publié. Je regardais, il y a même de plus en plus. Je l'ai vu ça, je t'ai dit, à l'Euretina, c'était une équipe de Corée du Sud qu'ils ont présenté. Et depuis, j'utilise ce protocole. C'est rare, hein. J'en fais une fois par an, mais c'est pas toxique et ça marche bien. Ok. Donc à voir. Et en fait, vous trouvez, c'est 0,025% et vous faites 0 ml. Et vous tapez sur PubMed, il y en a déjà de plus en plus de publics. Parce que dans la bétadine, normalement, t'as pas uniquement l'antiseptique, tu as des petites particules dedans. Dans la bétadine. C'est une, comment on appelle ça, une... Enfin, pour moi, t'as pas seulement, c'est pas seulement liquide, dedans, t'as une petite, c'est comme une émulsion. Non, quand tu le dilues, c'est vraiment... Mais, et t'en injectes combien? C'est un lavage? Non, tu injectes 0,1 à 0,025 dans le trait. C'est comme si tu fais les antibiotiques et tu peux injecter 0,01 en champ antérieur. Mais tu peux regarder les publis et ça, enfin, je trouve qu'ils sont bien après. Ça marche très bien. Mais je fais ça après la vitrectomie. Je ne le fais pas juste... comme disait Loïc et Alexandre, une endoff, je passe au bloc, et je fais les prélèvements, la vitrectomie, et après le traitement. Et enfin, moi, je n'injecte pas l'Adexa dans l'intravitraire, mais je fais un succonge une fois que j'ai mis les antibiotiques et la bétadine. Ça fait encore un peu de temps pour commenter. Par rapport aux règles qui ont été instituées, surtout pour des universitaires, pour les vitrectomies, c'était surtout les recommandations de Cochereau, en fait, quand il disait qu'il fallait avoir moins d'un dixième pour vitrectomiser, ou compte les doigts, je crois même. C'est vraiment un problème d'accès visuel. C'est vrai qu'une endoff a très vite, en fait, une très mauvaise vision à cause de la membrane cyclitique, de l'œdème de Cornay. Et ce qui fait qu'aussi le chirurgien, l'opérateur, il est emmerdé avec l'œdème de Cornay, les synéchies, la mauvaise dilatation. Et c'est là où l'endoscopie, c'est un atout qui devrait être dans tous les blocs universitaires, au moins, enfin tous les endroits qui font de l'endoff. Parce que ça vous sauve. Hein. Et moi, j'ai des confrères qui sont en face de mon bloc, des endophes, ils vont même pas nettoyer le segment antérieur. Ils font faire du grand champ, et ils vont vitrectomiser derrière, sans rien voir, plus dans l'idée de prélever. Mais là, ils savent pas trop où est-ce qu'il y a la rétine, ils se posent pas trop la question, quoi. Donc moi, je suis d'accord, il faut commencer par laver le segment antérieur. Il faut des fois, quand c'est post-cataracte, je pense qu'il faut penser à ouvrir la capsule postérieure pour que les antibiotiques diffusent aussi dans le sac. C'est vrai. Parce que nous, on n'enlève pas le matériel qui a été posé. Mais l'orthopédiste, lui, il va enlever la prothèse qui a été infectée. Donc il faut au moins faire ça. Et... Je remarque les infectiologues qui disaient, mais vous laissez l'implant? Ouais, mais ils ont raison. Oui, et aussi bien nettoyer le segment. En dehors de nettoyer le segmentaire, il ne faut pas aussi. Les chandeliers peuvent être très utiles dans ce cas-là pour au moins faire un état des lieux et faire une vitrectomie centrale, on va dire sécurisée. C'est vrai que tu as raison là sur cette question de l'implant. Mais même d'ailleurs des endoffes, tu vois, même quand tu as une blébite, tu vois que tout l'espace autour de l'implant là, il est horrible. D'ailleurs, toi, souvent les malades que je reprends à 48 heures,
tu vois que tu as un nid de germe autour de l'implant, une espèce de pus, et c'est les cas les pires, quoi, en fait. Mais pour l'endoscope, c'est vrai que c'est là où parfois on sort le 23 gauge, parce que ça te permet de le mettre par un trocar 23, et tu peux mettre une infusion 25, un trocar 25, et à la place de ta lumière mettre l'endoscope en 23. Mais l'implant aussi, on le retire assez facilement. Quand on a des endophes qui reviennent et qui sont assez inflammatoires, on peut être amené à le retirer. Alors c'est une endophe sur 7 ou 8, mais ça nous arrive, ouais. Ouais, puis de toute façon, souvent... Il ne faut pas avoir à réinjecter, c'est-à-dire parfois tu réinjectes des antibiotiques, ça va mieux, après ça se réaggrave, et au bout de la 3e injection, 4e injection, on retire l'implant en se disant on veut stériliser complètement l'œil, quoi. Mais après, peut-être que la bétadine marcherait mieux effectivement sur la stérilisation du matériel, hein, en injectant un peu dans le sac, parce que le lavage à l'avant-co, j'ai pas l'impression que c'est une grande efficacité sur ces cas récidivants. Souvent on y retourne, on relave le sac à l'avant-co, mais... Justement par rapport aux résistances des antibiotiques, parce que des fois c'est ça aussi, c'est une résistance... Quand tu fais une PCA, après tu demandes aussi des émocs à côté pour avoir de la... Il te donne les résistances aux antibiotiques. Ah oui, avec la PCA. Et alors nous on travaille avec les 15-20, donc il y a une biologiste qui est super, qui te dit c'est résistant ou pas résistant à ça, donc utilise ça c'est bon pour la rétine, tu peux l'utiliser. Mais parfois même comme ça revient, quoi. Et du coup tu as la réponse en 24 heures, quoi. Non. Parce que les émocs, ça met quand même des fois 5 jours à avoir l'antibiogramme, c'est plutôt 5 jours, ouais. C'est plutôt 5 jours. Parfois, ils ont le direct tout de suite, donc ils te disent c'est un staph, c'est probablement du staph blanc, vu l'aspect au direct, et donc tu devrais utiliser ça. Parfois, ils ont besoin de 5 jours pour que ça pousse. Enfin, s'ils ont besoin que ça pousse, c'est plutôt 5 jours, et alors là, tu as l'antibiogramme parce que tu sais directement. De toute façon, on voit déjà même un peu cliniquement. Quand tu vois un tableau horrible, aigu, tu dis, de toute façon, si c'est un pneumocoque ou un pio, c'est mal barré, quoi. Et tu peux te faire avoir, tu vois, la dernière fois, là, j'ai eu un staph blanc, j'ai eu 2-3 endophes comme ça avec des staphs blancs. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est des résistances, c'est des patients qui avaient eu des IVT avec des antibiotiques à chaque fois, avec quelqu'un qui mettait des antibiotiques en post-IVT, mais avec des tableaux hyper sévères de staph blanc. Avec des hémorragies rétiniennes, des nécroses et tout, alors que le staph blanc, normalement, on dit c'est un peu tardif et tout, mais là, des endophes hyper aigus avec beaucoup d'inflammation et beaucoup d'atteinte rétinienne.